Eli Cohen, un espion du Mossad, un héros national en Israël. Cet homme a réussi à infiltrer les plus hauts cercles syriens dans les années 60. Il en a payé le prix. Eli Cohen a été exécuté le 18 mai 1965, une exécution publique qui avait provoqué une onde de choc à l'époque. Valérie Pérez, bonsoir. Bonsoir Estelle. Vous êtes journaliste et vous avez signé avec la fille d'Eli Cohen, Sophie Bendor, ce livre consacré à son père, où elle se raconte, où elle raconte aussi l'histoire de sa famille. Elle revient sur le combat notamment de sa famille pour récupérer la dépouille d'Eli Cohen. Nous allons y revenir. Alors ce père, il va le suivre toute sa vie. Encore aujourd'hui, on lui en parle beaucoup. C'est un héros national en Israël. On peut vraiment dire, le terme n'est pas galvaudé. Oui, vraiment, et de plus en plus, parce que, si vous voulez, Eli Cohen, il y a encore beaucoup de mystères autour de lui. C'est-à-dire que depuis la publication de ce livre, on a eu encore plein de révélations, notamment une femme qui est arrivée voir la maman de Sophie Nadir en lui disant « Tu sais, j'ai été mariée avec ton mari avant que tu ne l'épouses ». Des choses qui arrivent, un Druze qui a contacté la famille et qui a dit que lorsque Bachar al-Assad était au plus bas de son pouvoir, il aurait demandé à Israël de l'aider en fait à ramener le calme en Syrie en échange de ramener la dépouille d'Eli Cohen en Israël. Donc il y a plein de choses qui se passent tous les jours. Eli Cohen, c'est encore beaucoup de mystères et c'est pour ça qu'il est arrivé à ce niveau en Israël et dans le monde, hein, puisque l'histoire d'Eli Cohen passionne. Beaucoup de mystères, mais aussi parce que c'est un destin tragique. C'est le seul espion du Mossad qui a été exécuté publiquement. On imagine que ça a dû être un choc en Israël et pas seulement. Oui, ça a marqué l'histoire. Ceux qui sont morts, ce sont ceux qui sont morts en mission, il y en a eu, mais ceux qui ont été capturés comme ça et puis assassinés par l'ennemi, il n'y en a pas eu du tout. Donc oui, c'est un choc parce que c'est un martyr. Un martyr qui a aujourd'hui son musée à Tel Aviv, musée qui a été inauguré par le directeur du Mossad, le nouveau, hein, David Barnea, en décembre dernier. Ça, là aussi, ça c'est important pour la famille qu'il y ait ce musée avec quelques reliques. Puis, finalement, il n'y a pas énormément de choses. Oui, à l'initiative de sa femme, Nadia, donc un musée qui est Herzliya. Et effectivement, c'est important parce que c'est lui rendre hommage. Lui finalement, c'est important pour la famille de voir que ce père est quelqu'un d'important et quelqu'un qu'on a envie de... Mais ils avaient encore des doutes. Ils avaient encore des doutes parce que pour eux, si vous voulez, tant qu'on n'aura pas reçu cette dépouille, quelque chose ne sera pas terminé. Donc le fait d'avoir un musée que les gens puissent visiter avec l'histoire qui est là, qui est exposée, qui est racontée avec des objets personnels, le fait de mieux connaître sa personnalité. C'était un super photographe, par exemple, il avait des passions incroyables, c'était un père aimant, tout ça on le voit au musée et c'est vrai que c'était quelque chose qui était très important pour eux. Alors c'est vrai que l'histoire est incroyable aussi parce que on va rappeler ce qu'il a fait puisqu'il est allé en Syrie, c'était un agent double. Alors il y a eu un télégramme, le dernier télégramme qui a été montré, qui a été donné par le Mossad pour l'inauguration de ce musée. Réunion au quartier général hier soir à 5h GMT avec Amin El Hafez et autres officiers. Alors un télégramme en français, le dernier, et qui voulait dire qu'il avait été repéré. Oui, alors c'était un télégramme qui voulait dire qu'effectivement, premièrement, le télégramme n'était pas trop long. Donc jusqu'à présent, on ne savait pas comment il avait été capturé. Donc grâce à ce télégramme, on sait qu'il n'a pas pu être capturé par la longueur de la transmission. On sait aussi qu'il transmettait tous les jours à 8h30. Donc à l'époque, quand on transmettait une fois, on n'avait pas suffisamment de moyens techniques pour pouvoir intercepter des messages et attraper des espions. Et puis surtout, il y a eu un autre message après celui-là. Et là, on a compris qu'il était arrêté puisqu'il était écrit « Eli Cohen et ses invités resteront en Syrie ». Donc c'est comme ça que les Israéliens ont su qu'il avait été arrêté. Voilà, le coup de force d'Eli Cohen, vous l'aurez compris, c'est d'avoir réussi à s'infiltrer dans les plus hautes sphères syriennes. Alors, il le fait parce qu'il correspond, il a le profil qui correspond. C'est pour ça que le Mossad le choisit, parce que c'était pas simple au début. Le Mossad ne voulait pas de sa candidature spontanée, mais il le choisit parce qu'il est originaire d'Égypte. Il parle arabe, il a le physique qu'il faut, et surtout, il est aussi très doué pour les langues. Oui, alors il a une formation d'espion qui va durer assez longtemps. Donc, il est envoyé en Argentine. On lui apprend l'arabe, mais l'arabe syrien, parce qu'il parlait l'arabe égyptien.
Il est très doué, effectivement, pour les langues. Il a une mémoire incroyable. Il est vraiment fait pour ce métier. On le met dans des situations hallucinantes où finalement il est face à lui-même. Et on voit s'il va pouvoir passer le cap. Parce qu'il y a des moments où on ne passe pas le cap. Lui, il y arrive. Il arrive à avoir des faux papiers et puis après des vrais papiers. Ensuite, il rentre dans ces cercles syriens qui sont très nombreux en Argentine. On a l'idée de l'envoyer en Argentine pour effectivement se familiariser et rencontrer. Il rencontre notamment celui qui va devenir le président syrien. Voilà, absolument, Hafez al-Assad. Et puis, il fait un tour de force, si vous voulez, là-bas, parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on ne s'attendait pas du tout. Il était précurseur au Mossad, Eli Cohen. C'est pour ça que c'est aujourd'hui un héros national. Et il est ensuite envoyé en Syrie, où il commence sa mission. Voilà, on est dans les années 60. Alors, ce qui frappe dans les souvenirs de sa fille, Sophie Bendor, c'est le décalage entre ce dandy syrien dévergondé, c'était le rôle, puisqu'il organisait des parties fines, donc il s'appelait Kamel Amin Tabès, et le père aimant, économe, qui rentre, qui part de longs mois et qui revient donc en Israël. Est-ce qu'elle le voit avec ses yeux de petite fille? Parce qu'elle trouve vraiment qu'il y a un décalage entre les deux. C'est ce qui m'a intéressée en fait dans cette histoire. C'est justement l'histoire, la vraie histoire d'Eli Cohen, parce que dans ce livre, il y a des documents qui sont déclassifiés du Mossad et qu'on n'a jamais vus, donc ils sont traduits en français. Et puis d'un autre côté, il y a l'histoire de cette fille. Comment cette petite fille qui avait 4 ans, quand son père est mort, quand il a été assassiné, elle a vécu cette affaire. Comment elle a vécu cette histoire? Comment elle s'est construite en tant qu'adulte et en tant que femme? Et comment aujourd'hui les psychanalystes, elle aide les autres? Et j'ai été intimement touchée par l'histoire de cette femme, par l'histoire de cette famille. Une famille pas comme les autres, c'est vrai, mais qui arrive quand même à vivre complètement normalement, qui reste très marquée par l'histoire de ce père qui est présent partout dans la société israélienne. Quand elle passe dans la rue, on l'arrête et on l'embrasse. Et on lui dit « tu es formidable ». Elle dit « mais j'ai rien fait, moi ». C'est mon père. Oui, donc qui est un héros, comme vous le dites. Mais ce qui frappe aussi, c'est la tristesse de cet enfant, de cette famille. Et aussi, ce qui peut aussi surprendre, c'est les allers-retours. C'est-à-dire qu'en fait, il part entre 61 et 65. Absolument. Et voilà, et il fait des allers-retours en Israël pour revoir sa famille. Il a des enfants. Et on se demande comment c'est possible, comment il n'a pas peur d'être repéré, d'être pris. Oui, en fait, je pense que le plus dangereux, c'était quand il était en Syrie. Les allers-retours, il passait par l'Europe, par la Belgique ou bien par la France pour rejoindre ensuite Israël. Donc, il venait environ une fois tous les 6 mois, 15 jours. Quand il était là, il travaillait énormément. Donc, il était quand même très absent. Il allait au siège du Mossad pour donner des informations. Il n'y avait pas grand-chose, en fait, de différent lorsqu'il était là. Il disait qu'il allait au bureau. Il disait qu'il allait au bureau. Le bureau étant le Mossad. C'était le bureau du Mossad. Attention, il n'allait pas au Mossad, au bureau normal. On le recevait dans un appartement privé, justement, pour ne pas qu'il se fasse repérer. Donc, c'était une histoire vraiment... Voilà, hors du commun. Il a été... voilà, les informations qu'il a données à Israël ont été juste tellement importantes que c'est... Pour la guerre des 6 jours, voilà, c'est ça. Il a vraiment eu un rôle important pour, notamment dans la conquête du plateau du Golan, c'est avéré. Absolument, absolument. S'il n'avait pas donné ces informations, la guerre de 6 jours n'aurait certainement pas duré 6 jours. Elle aurait été beaucoup plus longue, ou bien les Israéliens l'auraient perdue. Et d'ailleurs, Lévi Eshkol et Rabin l'ont remercié publiquement en disant que c'était grâce à lui que cette guerre avait été gagnée, et aussi vite. Alors l'histoire est incroyable, vous l'avez dit, elle fait même l'objet d'une série sur Netflix. C'est Sacha Baron Cohen qui interprète Eli Cohen. On regarde un extrait de la bande-annonce. Est-ce que vous vous considérez comme un patriote? Je sais que je ferai tout ce qu'il faut pour ma patrie. Soyez le bienvenu en Syrie. Si pour la servir, vous deviez mentir à vos amis, à votre famille, à votre épouse, vous le feriez? Je vais devenir importateur pour le gouvernement. Si pour servir votre pays, vous deviez risquer votre vie, vous le feriez? C'est une occasion inespérée. Je vais enfin pouvoir t'offrir la vie que je t'avais promise, chérie. Je m'appelle Bonjour, je m'appelle Kamel Amin Tabès. Le chèque est votre seul et unique ticket d'entrée. Soyez-vous à moi.
Voilà, on voit le basculement entre la vie en Israël et après quand il arrive en Syrie. Alors il dit qu'il veut donner une nouvelle, une nouvelle impulsion à sa famille, lui apporter l'argent dont ils ont besoin. Et pourtant, alors là aussi c'est aussi ce qu'on découvre, c'est qu'ils étaient très pauvres et qu'il y avait un agent du Mossad qui venait tous les mois donner un peu d'argent, mais c'était très froid, vraiment c'est assez surprenant ça. Vous avez raison, moi aussi ça m'a surpris. Je pensais qu'évidemment cet espion serait pris en charge par Israël et que la famille allait vivre de manière décente. Ils n'avaient pas d'argent du tout, ils étaient très pauvres. Sa fille raconte qu'elle n'avait qu'une robe ou deux. Il n'y avait pas de photos dans sa chambre, par exemple. Ils mangeaient, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient manger du jour au lendemain. Ils mangeaient beaucoup d'œufs, par exemple, de choses comme ça. Et c'est vrai que c'est très surprenant de voir à quel point cette famille était laissée un petit peu à l'abandon par les services secrets. Alors on vient de parler de cette série. Sophie Bendor n'a pas vraiment apprécié la série. Alors elle dit que son père était tout sauf un James Bond et c'est ce qu'elle le dit, elle le répète. Par exemple, il n'aimait pas faire du sport. En fait, vraiment, pour elle, c'est pas du tout comprendre son père. Oui, non, c'était pas du tout un 007. Il n'était pas athlétique du tout, je vous confirme. Il était petit, il était même un peu bedonnant. C'était quelqu'un qui avait des qualités extraordinaires de mémoire. Il calculait très vite, un mathématicien hors pair. C'était quelqu'un qui avait une mémoire incroyable, mais c'était pas du tout le James Bond comme on peut l'imaginer dans les films. Et aujourd'hui, cette famille, elle a beaucoup de questions. Alors effectivement, sur la mort, pourquoi, qui l'aurait dénoncé. On sent qu'il y a une tension quand même avec le Mossad. Le Mossad ne dit pas tout, selon vous, selon elle. Absolument, le Mossad ne dit pas tout. Alors on a ces éléments dans le livre qui sont vraiment des documents nouveaux, qui sont déclassifiés aujourd'hui, où on apprend sur ses rapports de mission. Que s'est-il passé vraiment lorsqu'il était en Argentine? Comment il vivait? Qui il rencontrait? Comment se passaient, par exemple, ses cours d'arabe, ses cours d'espagnol? Tout ça, on sait. Maintenant, ce qui s'est passé le jour de la capture, une chose est sûre, c'est qu'il n'a pas fait d'erreur. Oui, parce que certains disent qu'il était trop zélé et que peut-être il envoyait trop d'informations, il utilisait trop la retransmission et qu'il se serait fait repérer comme ça. Oui, sauf que ce sont des foutaises parce qu'il y a encore des vétérans du Mossad qui sont encore vivants et qui savaient exactement ce que faisait Eli Cohen et que ça n'est pas possible. Il était vraiment trop exigeant avec lui-même pour pouvoir faire une erreur de la sorte. Alors évidemment, le Mossad n'arrête pas de reporter l'ouverture de ces dossiers confidentiels. Il paraît même, et on l'a su après la publication du livre, donc c'est un scoop pour vous Estelle, que ces documents, ces archives auraient pris feu. Donc, il n'y aurait plus d'archives. Il n'y aurait plus d'archives. Donc peut-être que la famille ne saura jamais, quoi qu'il arrive, Sophie. Ils ont dit 70 ans, elle aura 95 ans si jamais ils ouvrent les dossiers. Et je pense que sa vie sera passée et que peut-être qu'elle ne sera plus là. Donc on sait qu'on ne saura jamais de manière officielle, en tout cas de manière venant du Mossad. Merci Valérie Pérez-Henouchi d'être venue sur le plateau de 64 minutes. Donc Eli Cohen, le héros du Mossad. Voilà, c'est le livre que vous coécrivez avec la fille d'Eli Cohen, le héros du Mossad. C'est aux éditions Ramsay. Merci encore. Merci beaucoup.